Bienvenue à la Suze sur Sarthe. Aujourd'hui, l'association internationale des collectionneurs de moulins à café organise non seulement une bourse d'échange, une exposition et aussi une assemblée générale. Et pour nous en parler, je vous présente Thierry Prieux. Bonjour, vous êtes le président de l'association. Oui, en effet, donc président de l'association depuis 5 ans, une association qui a 27 ans d'ancienneté maintenant. Rien que ça. Rien que ça, mais bon, après on espère la faire perdurer au moins 30 bonnes années derrière. On vous le souhaite. Alors on est arrivé au moment où le déjeuner commençait à se terminer. Il y a eu l'assemblée générale ce matin, ce midi même. Alors donc l'assemblée générale, c'était notre assemblée générale annuelle, donc qui était entre 10h30 et midi ce matin. Donc sur cette assemblée générale, donc on vote les différents points d'ordre du jour pour l'année, des budgets et autres, sachant que nous sommes une association de loi de 1901, nous n'avons pas de salariés et ce sont des bonnes volontés qui travaillent sur la base du bénévolat. Néanmoins, on arrive à produire des documents extrêmement intéressants puisqu'on s'intéresse essentiellement à la valeur patrimoniale de l'objet et donc on essaye de faire des recherches historiques en musée, auprès des historiens, et dans les différents pays, dans les grandes bibliothèques et ainsi de suite, puisqu'on ne trouve pas tout sur Internet. Non, c'est pas vrai. Voilà, tout n'est pas numérisé, toutes les informations n'existent pas sur Internet. Et lorsqu'on essaye d'interviewer, par exemple, des anciens ouvriers dans des grandes sociétés ou des descendants de créateurs de sociétés, les écrits ne sont pas publiés, donc il faut aller les chercher, il faut les trouver dans tous les pays européens. Un travail de recherche. C'est un travail de documentation, c'est un travail de recherche, c'est vraiment un travail de veille documentaire au niveau de l'historique des moulins, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'ancienneté du moulin. Et vous êtes combien de membres dans l'association ? Actuellement, nous sommes à environ 120 membres. Sur l'Assemblée générale, là on est à peu près 70 personnes présentes puisque tout le monde ne peut pas se déplacer, mais on est régulièrement 120 membres. Voilà. Alors on va commencer à faire un petit tour parmi les moulins. Donc sur les deux côtés de la salle, c'est la partie bourse d'échange, ce que vous me disiez juste avant. Ouais. Donc on organise pour nos adhérents, donc dans le cadre de l'Assemblée générale, une bourse d'échange. Sur cette bourse d'échange, donc chaque adhérent amène les moulins qu'il souhaite et ensuite soit précise qu'il souhaite échanger le moulin avec un autre moulin de type équivalent, similaire ou autre, soit met un prix de vente et les gens qui sont intéressés mettent le nom sur l'étiquette. Et après on fait un tirage au sort. On va les voir. Je suis curieuse de découvrir tous les types de moulins à café qui existent. Il existe de différents moulins à café, donc différents styles et différentes utilités et usages des moulins à café. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut classer les moulins en deux grandes périodes historiques. Les moulins avant les années 1800, qui sont par définition des moulins artisanaux, et à partir de 1800, on a certains industriels, des grandes familles industrielles qui ont commencé à développer la production de moulins. Sur les familles de moulins que vous pouvez voir, on trouve des moulins de comptoir qui sont généralement des moulins de comptoir en fonte et qui étaient dédiés aux bistrots et aux épiceries, aux cafés, aux épiceries. Les moulins Murau qui sont beaucoup plus récents, les moulins Murau, eux, se permettent des collections sur des thématiques de décors, de couleurs. Il y a évidemment les moulins de table, donc des moulins... On connaît peut-être un peu plus. Alors on les connaît un peu plus, sachant qu'on connaît les modèles les plus courants. Il y a certains modèles qui sont extrêmement rares et qu'on trouve assez rarement. Par exemple, pour prendre des moulins cubiques traditionnels, certains modèles existaient en 11 tailles différentes. Voilà. Une taille différente, parce qu'on a bien vu la différence de gabarit entre tous. Et dans un même modèle, sur un modèle identique, sur une famille, il y a certains fabricants qui faisaient des gammes et on pouvait avoir jusqu'à 11 tailles différentes dans le même modèle. Qu'est-ce qui va faire la rareté d'un moulin à café, justement ? Alors, la rareté du moulin à café va provenir déjà de son état général. Bon, c'est sûr que si c'est un moulin du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui est en parfait état, puisque ce sont des moulins qui ont eu un usage quotidien pour la plupart d'entre eux, c'est qu'ils ont une détérioration du temps, mais une détérioration naturelle. Et donc la rareté, ça va être soit, si c'est un moulin artisanal, donc un moulin ancien, 17e ou 18e siècle, par exemple, un moulin qui aura passé les siècles sans trop d'abus, d'outrage du temps. Et si c'est un moulin industriel, certains moulins industriels ont été beaucoup moins fabriqués que d'autres. Certains moulins ont été fabriqués à des dizaines de milliers d'exemplaires, donc présentent un intérêt moindre. Et par contre, d'autres moulins industriels ont été fabriqués à quelques exemplaires et donc parfois sont restés au type de prototype pour certains d'entre eux.
D'accord. Donc dans les moulins, ce que je disais, il y a les moulins de comptoir, donc généralement des moulins en fonte. Il y a les moulins de table, ou moulins cylindriques, donc des moulins domestiques. Les moulins muraux dont on a parlé, mais on trouve aussi des moulins électriques qui sont beaucoup plus récents. Et on trouve après, ce qu'on va voir juste après, des moulins plus artisanaux, donc généralement des moulins en fer qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle, donc essentiellement ce qu'on appelle des troncs de pyramide ou des sabliers, qui sont des moulins phares en fer du XVIIe et du XVIIIe. Et on trouve aussi des moulins en bois, mais qui, eux, ont tout à fait une autre typologie, un autre usage. Donc cela, c'est davantage des moulins plus d'exception, on peut dire. Plus sur le moulin, alors là, c'est notre partie exposition. Donc sur cette partie exposition, on a deux modèles très classiques, deux modèles en fer très classiques qu'on trouve dans des variantes différentes, à savoir donc ce type de moulin qu'on retrouve ici, donc qui est ce qu'on appelle un sablier. Puisque ça a une forme ça y ressemble tout à fait. C'est un nom logique de sablier, et ces sabliers donc on les fixait au bord de la table avec un étau, sous forme d'un étau qu'on vissait, et donc que l'on trouve généralement soit un cœur, donc on peut les dater, il y a des différences selon qu'on trouve un cœur ou une fleur de lys. Puisque là, évidemment, on remonte plus à l'époque royauté et autres. Ah oui, en effet. La fleur de lys réapparaît sur certains moulins, tel qu'on l'a par exemple sur ce tronc de pyramide qui est ici. Et donc le tronc de pyramide, qui se positionne sous cette forme-là. Donc le tronc de pyramide, c'est quoi? C'est un moulin qu'on venait mettre sur un bord de table. Il y avait une petite bourse en cuir qui venait se mettre en dessous, donc avec une faible contenance, puisque le café à l'époque, en tant que matière première, était une denrée extrêmement rare. Et donc cher. Et donc cher. Et donc on avait trois denrées qui aujourd'hui sont très courantes et qui étaient très rares à l'époque. Le triptyque, j'irais, café, thé et chocolat, qu'on use et qu'on tous les jours, mais qui à l'époque étaient des denrées d'exception. Ça c'est du fer, la matière. On est sur des matériaux en fer. Bon, là on est sur un moulin plus moderne, mais qui est intéressant. Et là vous avez d'autres variantes de moulins en fer. Donc vous avez des moulins cylindriques, pareil, où vous avez par exemple sur ce type de moulin qui est très lourd, le principe de fixation sur le bord d'une table. Alors, on peut l'utiliser comme ça, et donc on peut dater après sur l'ouverture du moulin qui se fait sous cette forme-là, et donc fermeture par baïonnette. Qui faisait le café dans la famille à l'époque? Alors généralement, il y avait, quand on est dans la très haute aristocratie ou la royauté, donc je vais dire c'était des personnes, je dirais qui étaient les servantes, dédiées aux cuisines, au service de cuisine, puisque c'était une fonction différente entre les gens qui s'occupaient des cuisines, les gens qui servaient, etc. Néanmoins, on a une exception, puisque par exemple la marquise de Pompadour avait fait réaliser un moulin par un orfèvre qui s'appelle Jean Ducrelet, qui lui avait proposé différents dessins de son moulin. Donc c'est un moulin qui est exposé au Louvre, au musée du Louvre, et c'est un moulin qui est en or massif et qui est fabriqué en 3 ors différents. Et la marquise de Pompadour insistait pour préparer et moudre son café elle-même, bien entendu. Avec un petit goût d'or. Avec un petit coup d'or, voilà. Donc là, voilà, il y a différents types de moulins. Donc là, sur la plupart des moulins qui sont sur cette table-là, on est d'année 1700 quelques. On est dans le XVIIIe siècle. Voire au début du XVIIe siècle. Voilà, on est 1720, 1750 sur la plupart des moulins qui sont en fer sur cette table-là. Donc ils commencent à avoir quelques années. Un petit peu, ça se conserve bien. De vécu. Et justement, on les trouve où, ces moulins-là? Alors ces moulins, il y a plusieurs manières de trouver des moulins. Il y a des moulins qu'on va pouvoir trouver sur des sites d'enchères sur Internet, des sites de vente. Bon, alors les moulins d'exception se trouvent pas forcément sur ce genre de site. On les trouve plus souvent dans des salles de vente. Après, ce sont des moulins qu'on trouve soit sur des sites d'annonces spécialisés de journaux de brocante, ou alors plus simplement après, ce que je disais, en salle de vente, ou des échanges dans le cadre de notre assemblée générale entre collectionneurs.
Et à l'heure d'aujourd'hui où les machines à espresso se sont vraiment démocratisées dans tous les foyers, est-ce qu'on arrive encore à produire des moulins à café de ce genre ou c'est quelque chose qu'on ne trouve plus? Aujourd'hui, le moulin à café en tant que tel a une production extrêmement restreinte. Il existe quelques sociétés qui font du moulin à café traditionnel, mais c'est plus pour, je dirais, pour des raisons de marketing, de communication. Entretenir un petit peu. Voilà, il y a une ou deux marques qui font ça. Par contre, on retombe dans non pas le moulin à café traditionnel, mais on parlait tout à l'heure des machines à dosette, donc dans un système de consommation complètement différent. Mais derrière la machine à dosette qu'on connaît bien, je ne citerai pas les noms pour ne pas faire de publicité, mais sur la dosette, voilà, plus ou moins protégée en termes de forme, de format, etc., on trouve une autre forme de consommation qui sont les broyeurs. Donc je ne vais pas citer les noms non plus, mais il y a 2-3 grandes marques, il y a plusieurs marques, mais 2-3 grandes marques de broyeurs où les gens vont mettre le grain, donc là ça ne sera pas de la dosette, et la machine va faire de l'expresso de trop haute qualité, ou va faire des composés, voilà. Après les machines en fonction de leur modèle va pouvoir présenter différentes formes de café, de qualité de café, mais néanmoins on sera quand même, le broyeur aujourd'hui c'est l'héritier du moulin à café, puisque même si c'est un broyage électrique, on est dans la mentalité du moulin à café par contre. C'est un compromis plus moderne. C'est un compromis moderne et qui donne un résultat certainement meilleur que la machine à dosette traditionnelle, puisque l'utilisateur peut aller chez son torréfacteur chercher son propre café ou le café à son goût, puisque le café c'est quoi? C'est comme un vin, c'est un assemblage de cépages, c'est un assemblage de crus, donc va pouvoir faire des mélanges d'arabica ou prendre un arabica spécifique de tel ou tel pays, de telle ou telle origine. Donc là on va vraiment travailler, au même titre qu'un grand vin, on va travailler sur des crus en fait de café. Le café, le moulin à café dans la tradition, est-ce que c'est plus quelque chose de français, voire même à l'échelle locale sartoise? L'origine du moulin à café. Alors l'origine du moulin à café au niveau de la France, alors il y a une zone historique, il y a pas mal d'histoires de moulins à café qui partent de Saint-Étienne, de la région stéphanoise. Sur la région sartoise, c'est pas forcément une région historique pour le moulin à café. Et sur le moulin industriel, la plus grosse région de production, c'est l'Est de la France. C'est vraiment les plus gros fabricants au 19e siècle et au 20e siècle étaient plutôt du côté de l'Est de la France. Des grandes marques qui se trouvaient avec des grandes sociétés connues basées sur l'Alsace, basées plutôt Est. Plutôt dans l'Est. Plutôt dans l'Est. Et par contre, au niveau des artisans, la base historique des artisans, il y a beaucoup d'artisans qui étaient sur Saint-Étienne. On trouve des artisans en Savoie, on trouve des artisans dans le Jura, on trouve des artisans en Provence, mais le gros de la production, c'était plutôt du côté de Saint-Étienne. Après, on trouve aussi une origine, au niveau européen, on trouve une origine de moulin à café, mais plus début de la fabrication industrielle du côté de Remscheid. Donc qui était historiquement qui a été une époque dans le Grand-Duché de Berg, et s'y explique qu'à l'époque napoléonienne, juste après l'époque napoléonienne, des ouvriers, des artisans sont venus travailler en France et dans l'Est de la France. Donc il y a une logique aussi sur le transfert de compétences, de savoir-faire qui n'est pas du tout anodin et qui était complètement pas de hasard. Volonté. Voilà. Pour finir, la passion du moulin à café, comment ça peut venir? Comment ça vous est venu d'ailleurs? Alors comment ça m'est venu? J'avais mes grands-parents, grands-oncles qui avaient des bistrots, des cafés. Et j'ai été baigné dans mon enfance par le bruit du broyeur, de la machine à café, de l'odeur. Vous a bercé un petit peu? Ça m'a bercé. Et puis après, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours travaillé, je travaille toujours plutôt dans le milieu des hautes technologies, dans le milieu informatique et autres. Et je pense que retrouver une collection avec un lien réellement historique, ça permet de s'ancrer dans certaines valeurs vraies du patrimoine. Donc c'est une question d'équilibre aussi. C'est une question d'équilibre. Et puis c'est aussi et l'autre point aussi, c'est le moulin à café avec le café, l'histoire du café. Le café est symbole de convivialité, de savoir recevoir, de réception, etc. Donc c'est aussi un geste de convivialité. Donc
un symbole de partage, dire même si tu viens pas manger à la maison, viens boire le café. Viens boire le café, etc. On connaît bien tout ça. Ouais. Voilà, on connaît ça, donc c'est vraiment quelque chose d'humain, il y a un contact humain, il y a un contact relationnel, et ça développe chez tout le monde un réflexe affectif et émotionnel. C'est-à-dire quand on parle des moulins à café, le premier réflexe c'est de dire « Ah, ma grand-mère ». Ma grand-mère, eh oui. Je me souviens de ma grand-mère, et ça m'arrive de faire parfois des petites conférences sur l'histoire des moulins à café et des cafés. Et je commence toujours la conférence en disant « La première personne dont je vais vous parler, ou dont vous allez me parler, c'est votre grand-mère ». C'est d'ailleurs la première personne dont je vous ai parlé lorsqu'on s'est parlé au téléphone. Ça fait vite référence à nos grands-mères. Ouais. C'était ça, c'est le premier point de contact. Donc je pense que ça doit être un réflexe génétique, une mémoire génétique ancrée. Qui appelle au sentiment. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on est dans l'affectif et l'émotionnel, ouais, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Thierry de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. C'était un plaisir et une belle découverte. Merci. On aura sûrement le plaisir de se revoir prochainement. J'espère, voilà. Et au plaisir de vous renseigner sur les différents moulins. En tout cas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Et l'infiltré du dimanche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente soirée sur LMTV.